Bienvenue pour ce live My Club numéro 17, où nous serons plusieurs à animer ce live, puisque Pascal, Angélique et Jérémy, Angélique qui nous avait accompagnés au dernier live, continue de nous accompagner avec plaisir. Et puis Jérémy, on verra, on va voir tout de suite, qui va être l'animateur principal de ce live. Pour rappel, hein, le live, pour tous ceux qui découvrent cette session, c'est de partager nos expériences et nos usages autour de MyReport, partager des trucs et astuces, des bonnes pratiques. Et là, en l'occurrence, il y aura un gros sujet sur les bonnes pratiques de modélisation. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à interagir. Vous savez que en amont des lives, vous pouvez nous écrire à myclub@myreport.fr. On vous partage qu'il y a assez peu de partages ces derniers temps. En tout cas, le nombre de remontées diminue. Faites-nous part de la raison pour laquelle il y a moins d'éléments qui sont échangés sur cette adresse mail. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous communiquer ce que vous souhaitez partager autour de MyReport à cette adresse. Les ressources à partager, vous avez à chaque live, on vous partage un certain nombre de ressources auxquelles vous pouvez accéder à travers l'espace sur lequel vous pouvez cliquer. D'ailleurs, il y a peut-être les derniers lives qui sont rajoutés. Donc aujourd'hui, on a mis une thématique particulière, c'est les bonnes pratiques de modélisation. C'est Jérémy qui va vous présenter cette partie-là. Jérémy, je te laisse te présenter et puis voilà, nous démontrer tout ce que tu sais et tout ce que tu veux nous partager autour des bonnes D'accord, pratiques de modélisation. ça, c'est nickel. Merci Thibaut et on le fera de manière interactive. Donc je suis Jérémy Sainte-Rose et je travaille chez MyReport en tant que consultant en implémentation. Et du coup, je trouvais intéressant aujourd'hui de discuter des bonnes pratiques de modélisation. C'est des choses qu'on sous-estime. Et ce matin encore, j'étais en cadrage avec une cliente. Et on insistait sur le fait que même si vous, en tant que client, vous ne modélisez pas, il faut participer à la phase de modélisation parce que c'est super important et il faut appliquer les bonnes pratiques. Et c'est vous qui avez la vision métier. Donc du coup, comme petite modélisation simple, j'ai choisi une modélisation qui va nous permettre de faire quelque chose, de répondre à un besoin métier, qui est de calculer le nombre total d'heures théoriques travaillées par chaque salarié en CDD en fonction de la durée de son contrat et de son planning hebdomadaire. Donc en gros, on aura une table contrat pour le salarié et une table planning. Et avec ces deux tables, on veut calculer le nombre d'heures théoriques qu'un utilisateur, enfin qu'un salarié fera de la date de début à la date de fin de son contrat. Intéressant ce que tu disais, Jérémy, Ouais, sur l'implication des métiers aussi dans la phase de modélisation, parce que souvent, on peut avoir des retours sur le fait d'utiliser un champ et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. exactement. Et c'est tout l'intérêt de bien comprendre la modélisation et euh, quand vous êtes quand les profils métiers, donc c'est eux qui font les analyses, mais c'est aussi eux qui sont à la manœuvre dans la saisie des données. Et souvent, en général, ce qu'on veut analyser, c'est ce qu'on saisit. Et donc, c'est important de savoir comment sont transformées et exploitées les données saisies pour les transformer en données pertinentes pour de l'analyse, quoi. Donc, effectivement, de bien comprendre ce qui se passe dans cette partie modélisation, c'est crucial pour le bon usage derrière des différents champs dans le reporting, les dashboards que vous pouvez réaliser. Là, c'est puis petite introduction aussi, hein, c'est un live qui va être assez orienté technique parce qu'on va rentrer dans le data, dans la modélisation, donc il faut savoir ce que c'est qu'un champ, une table, une jointure. Maintenant, ça reste accessible dans le sens où, encore une fois, vous devez comprendre ce qu'on fait, et là, ce qu'évoque Jérémy, c'est des données métiers, hein, une date de début, date de fin d'un contrat, des heures de travail, ça reste du métier. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans la modélisation. C'est ça. C'est un Merci petit Thibaut. petite intro. Non, mais c'est pas mal, hein. C'est exactement ça. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. OK.
Du coup, on va le faire de manière assez interactive. Je vais vous poser des questions et puis on va avancer. Donc, comme je vous avais dit, on a deux tables en entrée, qui est une table contrat et une table planning. Pour la table planning, il y a une particularité sur son nom. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose par rapport à ça? Après, vous Sur le pouvez nom de la table planning. c'est Moi, ça, je sur le sais, nom. mais je suis formatrice, du coup, je sais pas trop si j'ai le droit de répondre. Ici, tu as le droit de répondre. Vous pouvez répondre en live. Oui, ou peut-être utiliser la conversation pour ceux qui ont la réponse. Une Oui, réponse de Yaroslava effectivement, déjà. C'est ça, Yaroslava. Oui, tout à c'est fait. ça. Du Les coup, trois. Angélique, tu peux me lire La le chat? réponse? Ouais, Oui, Yaroslava parle d'une table de faits. Effectivement, je complète probablement parce qu'il y a le F devant. c'est ça. Validé Et, par Christine, voilà. c'est ça. Et en général, les tables de faits sont les plus grosses tables. Donc, les tables de faits, comme son nom l'indique, c'est le fait qu'on souhaite analyser. Et les autres tables qu'on peut trouver, c'est les tables A, les axes d'analyse, c'est par rapport à quoi on veut analyser ce fait. Donc là, c'est très bien. On voit que je l'ai nommé comme ça, je l'ai nommé F contrat CDD, comme ça c'est parlant. On sait que c'est une table de fait qui concerne les contrats CDD. Du coup, ici, on voit qu'on a notre table, on a nos contrats, contrat 1, contrat 2, contrat 3, avec un nom, un prénom, une date de début et une date de fin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté à cette table-là et j'ai récupéré tous ces champs pour MyReport. Donc du coup, on peut voir aussi qu'il y a des particularités sur les champs. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cette clé veut dire sur le champ identifiant du contrat? C'est ça. Oui, clé primaire. Oh là là, plein de réponses, super. Donc, Ah, ça, peut-être un petit doute sur l'index. Je ne sais pas si Jérémy, tu souhaitais en parler après. Il y a bien sûr, on va Estelle qui parler nous de tout. propose que c'est un index. Est-ce vrai, pas vrai? Petite subtilité pour compléter. Alors, une clé primaire, je dirais après, tu me dis, hein, Thibaut et Pascal, si je dis des bêtises, mais c'est, on va dire, un index qui doit être unique à la table. C'est, Jérémy, est-ce que tu peux changer la résolution de ton écran et ouais, bien mettre une sûr, résolution plus petite pour qu'on voit mieux? bien sûr. Attends, on va faire comme ça. Hop, je vous reprends tout de suite. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Pour moi, c'est mieux. Est-ce que David, David, pour toi, c'est mieux? plein de Il y pouces. a Parfait. des petits pouces. S'il y a des petits pouces, c'est que c'est bien. Ouais. C'est tout bon. Donc là, la clé primaire, c'est exactement ça, c'est une clé primaire. Et tous nos modèles, sources, et les modèles qu'on va modéliser après, enfin moi, quand je pars en modélisation, c'est ce que je garde en tête, il faut que tous mes modèles aient une clé primaire. Ça me permet de garantir l'intégrité de mes données et de prévenir les doublons qui pourraient apparaître. Donc on voit bien que c'est une clé primaire et que je l'ai appelée ID du contrat. Ça, c'est parlant. Parce qu'il faut savoir que les champs seront visibles par les utilisateurs finaux. Alors, il faut qu'ils fassent sens pour eux. Si c'est de l'anglais, si c'est du français, selon la terminologie employée par l'entreprise. C'est pour ça que quand on commence à modéliser, on aime bien être accompagné de personnes du métier qui vont nous donner toutes ces informations-là que nous, on n'a pas en tant que, que technicien data. On voit bien que j'ai pris le nom sur le contrat, le prénom sur le contrat, la date de début du contrat et la date de fin du contrat. Jusque-là, c'est simple. Si on fait donner de la requête, on peut voir les données que j'ai côté MyReport. Alors, j'ai mon identifiant, mon nom sur le contrat, mon prénom sur le contrat, ma date de début et ma date de fin. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Donc, le petit éclair, en gros, c'est simple. On a deux catégories de champs. On a les clés primaires et les index. Donc, la clé primaire, c'est sur l'ID du contrat. Et l'index, je l'ai mis sur la date de début du contrat et la date de fin du contrat. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vrai. Alors,
Laurent propose l'index pour pouvoir le lier à l'axe du temps, Joël pour accélérer les recherches, Thierry pour accélérer les jointures, et Damien, plusieurs résultats possibles, car il y a donc a priori plusieurs résultats possibles sur la même date. Véronique aussi parle effectivement de facilitation des recherches. C'est ça, c'est ça. Ça va accélérer les recherches. Et en fait, il y a une petite idée, on peut garder ça en tête. On peut se dire que dès que c'est un champ qu'on identifie, qui sera une jointure, un champ de jointure sur une prochaine table, on le met en index par défaut. Donc là, on a notre table F contra CDD, notre modèle F contra CDD, avec nos champs de destination qu'on a récupérés. Donc on a modélisé un premier modèle sur MyReport. Et c'est intéressant parce que maintenant, on va modéliser le deuxième modèle, donc l'axe d'analyse qu'on va utiliser pour cette table de fait, et on verra qu'il y a des petites différences. Joël Voilà. indique Oui, cependant que plus il y a d'index, plus la mise à jour est longue. c'est tout le savant mélange et la connaissance de la personne qui modélise pour justement gérer ce bon équilibre. Parce que tout indexer, effectivement, ce serait contre-productif parce que ça prend du temps de chargement dans le data warehouse, ça prend de la place et ça peut être contre-productif, effectivement. Donc il y a deux choses aussi, hein. C'est vrai que là, il y a eu un petit focus aussi sur la partie chargement. Donc effectivement, l'indexation versus les temps de chargement, c'est une chose. La place dont parlait aussi, sur lequel rebondissait Nicolas, sur la place de la base de données. Par contre, quand on est sur des éléments, peut-être, j'avance peut-être un peu trop, sur des éléments qui seront mis à disposition des utilisateurs, l'idée c'est quand même de réduire les temps de requêtage. Parce que les temps de requêtage dans le data, c'est une chose. Si on n'a pas indexé, potentiellement on augmente un peu les temps de requêtage, c'est peut-être pas toujours très gênant. Par contre, dès qu'on est sur des éléments qui sont accessibles pour faire des tableaux de bord, là, l'objectif, c'est que ça aille vite. Tout à fait. Thierry demande si au niveau du nommage des champs, il faut se limiter à combien de caractères. En tout cas, est-ce qu'il y a peut-être un conseil, une règle à partager par rapport à sa question? N'hésitez pas à compléter aussi, hein, mais donc MyReport, en fait, en fonction de la base qui est configurée pour le data warehouse, met en place des règles automatiquement. C'est-à-dire que si votre entrepôt de données est configuré sur du SQL Server, je crois que c'est mis à 32. Si c'est sur du Firebird ou du MariaDB, je crois que c'est un peu moins. La bonne pratique sur les noms des index, si vous les définissez manuellement, restez à moins de 30 et vous serez tranquille, quelle que soit la base utilisée pour l'entrepôt de données. Ouais. Si vous les forcez ou si vous les définissez manuellement. Sinon, MyReport les crée automatiquement à partir du libellé du champ. C'est ça. Après, on peut se poser la question aussi comment optimiser, parce que plus un champ est long, ben, plus dans le builder, ce sera long à lire. Donc, c'est un bon petit exercice de se dire ben, comment je peux le nommer au mieux, mais au plus court. Et pour info, hein, une clé primaire, c'est un index qui a la particularité d'être unique, avec des données qui sont uniques. Mais c'est un index, c'est la même caractéristique qu'un index, sauf qu'il est, en plus, il a ce côté, cette caractéristique supplémentaire d'être unique. C'est ça. Donc, Il y du avait coup, Excuse-moi, oui. je me permets de t'interrompre, Jérémy. Il y avait un retour aussi de Stéphane, mais peut-être que tu en parles un peu plus tard, sur l'optimisation de la taille des champs. Oui, bah, la taille des champs, c'est ici qu'on peut l'optimiser. Donc, on voit ma souris ici en a taille. On peut cliquer directement sur taille ici et ça va ajuster, ça va compter les plus grands caractères dans le champ lui-même et ça va ajuster la taille automatiquement. Ou bien on peut définir un nombre. Si on sait que c'est un ID, par exemple, qui est incrémental, donc on voit à quelle fréquence il s'incrémente, et du coup, on peut dire qu'on préfère 60 caractères, 70 caractères, ou des choses comme ça. Après, le maximum qu'on peut mettre, c'est 250 caractères, en sachant que si on met tous nos champs à 250 caractères, ben, ça va prendre 250 caractères de place dans le data warehouse. Donc, c'est vraiment à définir. Donc, si on voit qu'on fait, par exemple, on a un ID incrémental, on a des données sur 10 ans, on fait taille et on voit qu'on a 25 caractères, on ne va pas mettre 255. Je pense que si on met 30, ça sera très bien et ça sera pérenne pour encore longtemps. Donc, une remarque de Julien, Ouais. effectivement, il y a la description des champs qui est très pertinente.
Et le fait qu'elles n'apparaissent pas dans le builder, c'est pas normal, parce que normalement, dans le builder, en passant la souris sur le nom Passant du la champ, souris, la ouais. description doit apparaître. Sachant que cette description, elle est, reprise en cascade, hein. C'est-à-dire que si dans le modèle initial, on a défini une description, si on réutilise ce champ dans des modèles intermédiaires jusqu'au modèle final, normalement, la description, si on la modifie dans le modèle, dans le champ initial, elle est répercutée sur tous les champs en cascade. Si c'est pas le cas, c'est qu'il doit y avoir un cas particulier, mais le fait de voir la description d'un champ, c'est en passant la souris sur le champ dans Meritor Builder. Lorsqu'on est en train de construire le report, donc dans Builder ou dans Page. Exactement. C'est ça. Effectivement, en tout cas, c'est une très bonne pratique de mettre des descriptions sur les champs. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre à la place de tous ceux qui n'ont pas MyReport Data. Donc les métiers qui ont juste une arborescence de champs. Des fois, quand on a juste chiffre d'affaires, ok, comment il a été construit ce chiffre d'affaires? Ou quand on a juste montant hors taxe, qu'est-ce que c'est le montant hors taxe? Est-ce que c'est le montant de la ligne de facture? Est-ce que c'est le montant du pied de facture, enfin du montant global de la facture? Est-ce que c'est un montant d'une affaire? Et donc de décrire, enfin de préciser dans la description à quoi sert ce champ, c'est c'est une très bonne pratique. Oui. Surtout si c'est un champ avec des formules, comme tu dis, appliquées dessus, où il y a des règles métiers assez complexes. Du coup, la description prend tout son sens. Alors, il y a une question si la description est accessible sur toutes les versions de MyReport. Donc, Oui. oui, ça c'est. Voilà. Alors, peut-être une version voilà, des années 2000, mais non, sur toutes les dernières versions. Non, même, j'ai réfléchissais sur les anciennes versions, les anciennes gammes, si je me souviens bien, on l'avait déjà. Ok, Non, mais et pourquoi MyReport ne fait pas d'ajustement seul? Pourquoi? Parce que, en fait, comment il fait l'ajustement, c'est qu'il va requêter la base de données pour déterminer la taille des champs, enfin des valeurs qui sont dans ce champ-là. Donc le faire en automatique, ce serait faire prendre du temps à MyReport et à l'utilisateur pour un besoin qui peut être ponctuel. est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas eu de description, de mise lors de la description, lors de la création des champs et qu'elle est ajoutée après, est-ce qu'elle est modifiée en cascade? Si je me souviens bien, la réponse est oui. Ouais. En fait, c'est Elle est, oui. elle est modifiée en cascade à partir du modèle où on a fait la description, mais pas les modèles antérieurs, forcément. Les modèles en cascade, les suivants, oui, tout à fait. C'est ça, en cascade dans les suivants. Donc du coup, là, c'est intéressant parce qu'on va parler d'un champ qui aurait pu avoir une description. Bon, là, c'est plutôt simple, mais on aurait pu mettre une description. Donc ici, j'ai mon modèle A-Planning hebdomadaire. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en source. Hop, Est-ce que tout le monde voilà. voit bien l'écran de Jérémy? Si vous Moi, ne je ne le vois voyez, plus. tu ne vois Ouais, plus, bon, bah, c'est moi alors. Ok, très bien, pas de problème. Ça a vous l'air me d'être dites, bon. hein, n'hésitez Mais pas, non, c'est bon. Il n'y a que moi qui ne vois pas. n'hésitez pas à Il y a m'interrompre des si vous pouces, voyez je plus. pense. Tu peux continuer, Jérémy. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ici, c'est bien parce qu'on a un identifiant pour le contrat, on a un jour et on a des heures théoriques. Et pour chaque jour de la semaine, on aura le même identifiant qui va se répéter avec le nombre d'heures associées en fonction du jour pour, euh, pour ce salarié. Donc du coup, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est plus aussi simple. On ne peut pas prendre l'ID contrat et le définir en tant que clé primaire parce que du coup, il se répète. Donc du coup, ce qu'on peut faire, la première chose, on peut chercher dans cette table, est-ce qu'il y a une information unique? Et dans ce cas-là, moi, je n'ai pas d'information unique. Donc du coup, je vais vous poser la question encore, qu'est-ce que vous faites, à votre avis, quand on n'a pas de champ unique pour créer une clé primaire? Est-ce qu'il y en a qui ont la réponse? Très bien, on le construit, mais on le construit comment? Et Et composer, composé. suggestion de mettre la date, carrément créer une nouvelle, concaténer plusieurs champs. Bon, je pense qu'il y a pas mal de bonnes réponses là-dedans, ça va un peu vite. Soit on met 2 champs clés primaires, soit un nouveau champ concaténé, utilisation de plusieurs champs. Donc si je C'est ça. résume, plusieurs champs concaténés dans un nouveau champ. C'est À peu ça. près, je dois être pas trop mal. C'est ça. Bah, c'est
C'est exactement ce que j'ai fait. Ici, j'ai créé un nouveau champ qui s'appelle ID du planning. Et ce nouveau champ, c'est une concaténation de l'ID du contrat et du jour de la semaine. Comme on est sur une seule semaine, on est sûr que ça se répète qu'une seule fois, ce jeu de valeurs-là. Donc, du coup, c'est ma clé primaire. Donc, côté MyReport, moi, quand j'étais aux formations, ils ont bien insisté que c'était ça la bonne pratique. On crée un nouveau champ. Et ce champ-là, on crée une concaténation. Après, bien sûr, j'aurais pu importer ces deux champs-là dans les champs de destination, mettre les deux en clé primaire. Automatiquement, le système aurait créé une clé primaire qui serait une concaténation de ces deux champs. Et je pourrais en mettre 3 ou 4. Du coup, une fois que j'ai ça, j'ai mes contrats, F contrat CDD, et mon planning hebdomadaire. Donc là, la partie intéressante commence. Ça veut dire que je vais passer dans le Data Warehouse et je vais commencer à créer mes modèles intermédiaires qui vont m'emmener à mon résultat final. Aussi en passant, on va revenir dessus à la fin, mais en passant, en général, la plupart des modèles sources, on les charge. Et les modèles finaux, on ne les charge pas parce que ces données sont déjà présentes en base. Mais je vais revenir dessus quand on parlera du modèle final. Donc ici, je sais déjà que je vais devoir créer un jeu de modèle intermédiaire pour aller créer cette donnée-là, pour connaître le nombre d'heures. Ne serait-ce que j'ai une date de début, une date de fin, il me faudra éclater ce modèle-là pour avoir, même pour tous les jours qu'il y a entre la date de début et la date de fin, les heures associées. Donc, je sais que je vais faire un modèle intermédiaire. Donc, du coup, la bonne pratique, c'est de créer un dossier qui s'appelle modèle intermédiaire. Et dans ce dossier, créer nos modèles intermédiaires. Donc là, c'est plutôt simple. On a une seule problématique métier. Du coup, si on a plusieurs problématiques métiers, on peut créer autant de sous-dossiers intermédiaires liés à nos problématiques. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous marque quand vous voyez cette arborescence-là? Question, c'est une problématique métier, une problématique technique? C'est ça, 0,1, 0,2. Il y a l'ordre établi, c'est bien ça. Enfin, vous me dites, comme je ne vois pas les questions, vous me dites si j'ai sauté, mais c'est exactement ça. En fait, là, on est sur une modélisation plutôt simple. L'idée, c'est qu'on va faire un seul modèle final avec nos contrats en CDD et le nombre d'heures théoriques qu'ils ont réalisées sur ces contrats. Mais dans une modélisation en réel, on a plusieurs modèles intermédiaires et plusieurs modèles finaux. Donc, du coup, le fait de les nommer comme ça, j'ai créé mon dossier modèle intermédiaire, j'ai créé mes modèles intermédiaires à l'intérieur de ce dossier-là et je leur ai donné une numérotation. Donc, comme ça, en jetant un seul coup d'œil, je peux savoir que j'ai un premier modèle intermédiaire qui s'appelle F-détail jour par jour contrat CDD, qui est plutôt parlant. Je sais que j'ai 0,2 F-détail horaire contrat CDD et je sais que le 0,2 va appeler le 0,1. Comme ça, j'ai mon arborescence en un seul coup d'œil. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai éclaté mon modèle contrat CDD. Parce que sur une ligne, j'ai une date de début, une date de fin. Moi, ce que je veux, c'est avoir autant de lignes qu'il y a de jours entre la date de début et la date de fin, pour pouvoir après faire une modification et appliquer le nombre d'heures théoriques. Donc, j'ai importé mes deux tables ici, mon axe de temps et mon F contrat CDD. Donc, on voit bien que mes index, ils sont bien connectés à ma table de temps, mais il y a une petite subtilité. Et c'est pour ça que j'ai changé la couleur des filtres, des liaisons. Est-ce que quelqu'un a une petite idée du pourquoi j'ai changé la couleur? Parce qu'il y a une spécificité sur la jointure. Alors, Christelle suggère que c'est pour indiquer un opérateur différent de égal à. Julie Tessier pour indiquer que c'est une double jointure. Il y a une double jointure, effectivement. Je vais aller sur la propriété de la jointure. Et en fait, j'ai mis des filtres sur les jointures. Parce que pour chaque date de début et date de fin, je vais récupérer tout ce qui est supérieur à la date de début et tout ce qui est inférieur à la date de fin.
juste cette portion de données qui m'intéresse. Donc, en fait, sur mes jointures, j'ai mis des filtres pour pouvoir récupérer cette information-là et éclater mon modèle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couleur ici dans couleur d'affichage rouge pour indiquer qu'il y a une particularité sur cette jointure. Comme ça, d'un premier coup d'œil, on voit qu'il y a une particularité. Est-ce que, Jérémy, tu peux juste Le filtre, c'est remontrer... l'opérateur, hein, c'est un opérateur particulier, quoi. C'est ce que tu veux dire, hein, Jérémy. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de filtre supplémentaire au filtre de la jointure, c'est que l'opérateur est différent d'un opérateur égal classique. C'est ça. Exactement. Exactement. On a une petite subtilité. Et du coup, on voit bien que j'ai beaucoup plus de lignes. Et j'ai ce qui m'intéresse. J'ai pu récupérer pour chaque contrat l'entièreté des jours qu'il y a entre la date de début et la date de fin. Donc après, à partir de là, c'est plutôt simple. On sait que le modèle, donc pareil, hein, clé primaire, les dossiers qui vont bien, qui seront vus par les utilisateurs, les bons noms de champs, et je ramène juste les champs qui m'intéressent. Ici, si on passe sur le modèle 02, je vais appeler le modèle que je viens de créer. Et pour chaque ligne, je vais mettre le nombre d'heures théoriques. Donc, je vais le coupler au planning avec une jointure gauche. Et je vais finaliser en sommant les heures pour un contrat, pour ramener à la granularité qui m'intéresse. Donc ici, si je fais donner de la requête, je vois bien que j'ai mon identifiant de contrat, mon nom sur le contrat, mon prénom sur le contrat, ma date de début, ma date de fin et mes heures théoriques. Christine demande pourquoi pas, je pense que c'est utiliser le champ concaténé pour la jointure. Comment ça? Pour concaténer quoi? Christine, est-ce Pourquoi que ne vous... pas utiliser le ID détail jour par jour que tu as créé? Le détail jour par jour ici, c'est lui que j'ai utilisé. C'est ce modèle-là. Détail jour par jour contrat CDD que j'ai rappelé ici dans le 02. Il est ici. Et ce modèle-là, je vais le lier au planning parce que j'ai l'éclaté, j'ai tous les jours qui est entre la date de début et la date de fin. Maintenant, il me faut rapatrier les heures théoriques pour chaque jour et pour chaque contrat. Et c'est pour ça que j'ai nommé comme ça, 01, 02. Comme ça, quand on voit le 02, on sait qu'on va appeler le 01. Et c'est en cascade, comme ça. Et ça donne de la clarté parce qu'encore une fois, ici, c'est simple. Mais quand on commence à avoir beaucoup de modèles, ça peut être très compliqué de savoir quel modèle est rattaché à quel modèle. Donc là, ils sont bien nommés. On a bien l'arborescence, on a le nom des champs, on a les couleurs sur les jointures. Donc tout ça, c'est des choses qui nous aident dans la modélisation. Est-ce que tu peux nous remontrer les données qui sont dans la table planning hebdomadaire? Yes. Donc là, astuce, directement, en clic droit sur la table. Bon, c'était pour montrer l'astuce aussi. Ouais. Voir les données de la table. Enfin, ouvrir le modèle source et ensuite voir les données de la table. En fait, c'est pour que tu puisses nous expliquer les deux jointures que tu fais dans le modèle 02 aussi. D'accord. Du coup, les deux jointures que je fais, c'est plutôt sur F contrat. Moi, sur F contrat CDD, ici, j'ai une ligne par contrat. Donc, je connais sa date de début et je connais sa date de fin. Après, j'ai un autre modèle qui me donne le planning hebdomadaire théorique, ici. Donc, j'ai un identifiant de contrat et je sais que le dimanche, il travaille 9h66. Le jeudi, il travaille 0h. Le mercredi, il travaille 12h. Maintenant, ce que j'aurais besoin de faire pour avoir le total théorique des heures travaillées entre la date de début et la date de fin, il va falloir que je change la granularité du modèle F contrat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une ligne avec une date de début et une date de fin, mais j'aurais besoin d'avoir autant de lignes qu'il y a de jours entre la date de début et la date de fin. Pour chaque jour, donc chaque ligne, c'est un jour. Pour chaque jour, j'applique les heures théoriques, 9h, 12h, 0h. Et après, je fais une somme de tout ça pour avoir le nombre d'heures théoriques qu'il a travaillé entre la date de début et la date de fin. Donc, je vous ai dit que c'est un modèle un peu simple,
Mais du coup, ça explique quelque chose qui est assez intéressant en modélisation, c'est que des fois, on va devoir changer de granularité comme ça. Et c'est là où le nommage et toutes ces choses-là sont importantes parce que vous voyez que même si c'est bien nommé, ça peut ne pas être clair dès le début. Qu'on a changé de granularité pour aller chercher une information et qu'on est revenu sur la première granularité pour l'affichage final. On a des questions. Est-ce que les Oui. modèles intermédiaires doivent tous être chargés? Je te laisse répondre, enfin, ou je peux répondre si tu veux, hein, mais... Oui. En fait, tous les modèles intermédiaires doivent être chargés. Il n'y a qu'une seule situation où vous n'êtes pas obligé de charger vos modèles intermédiaires, c'est quand ces modèles intermédiaires sont utilisés dans une consolidation. Donc, dans une consolidation, effectivement, vous pouvez faire l'impasse sur le fait de charger la table dans le data warehouse, puisque c'est la consolidation qui va directement aller chercher les données des différentes tables pour les consolider. Mais sur des modèles classiques, vous êtes obligé effectivement de charger à chaque fois les tables intermédiaires. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre tous nos modèles dans un ETL ou est-ce qu'il faut décaler dans des ETL différents? Donc c'est tout l'intérêt des ETL dans MyReport BE et dans les programmations ensuite, c'est en fait, MyReport gère automatiquement l'ordonnancement du chargement des différents modèles. Donc lui, peu importe que vous ayez nommé correctement, etc., le nommage, comme l'exprime Jérémy, c'est vraiment pour vous donner de la clarté dans la modélisation que vous faites. Peu importe ces nommages, MyReport, lui, va tout le temps faire des ETL dans le bon ordre, en disant, OK, si un modèle utilise un autre modèle, c'est cet autre modèle qu'on va charger en premier. Donc ça, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est MyReport qui s'en occupe. Et vous pouvez mettre tous vos modèles effectivement dans un ETL. MyReport s'en chargera correctement. Je ne comprends pas pourquoi vous allez aussi loin dans la modélisation. La table avec toutes les heures ne suffit-elle pas? Et la somme se ferait dans le rapport, pas dans le modèle. Personnellement, je me serais arrêté là. Jérémy, est-ce que tu peux répondre à Joël? Après, je te laisserai compléter. Le problème, pour moi, c'est pas un problème, mais la particularité du rapport, c'est que moi, je suis Jérémy, je fais mon rapport dans mon coin, je peux le partager, et toutes les modifications que j'ai faites sont applicables à mon rapport, sont dans l'intelligence de mon rapport. Là, maintenant, on voit bien que plein de personnes de cette société peuvent avoir besoin de ce modèle-là pour estimer ces données et les comparer. Et d'où l'intérêt de le faire dans le data. Quand on le fait dans le data, c'est accessible à toutes les personnes qui ont les bons doigts et qui vont pouvoir ramener ces informations-là dans le builder. Si je mets de l'intelligence dans mon builder, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est lié qu'à mon builder. Et en complément de ce que tu dis, Jérémy, ici dans le cas, en l'occurrence, que tu nous présentes, l'intérêt, c'est de bien distinguer les granularités qu'on va comparer. Là, dans l'exemple que nous donne Jérémy, on va récupérer les heures théoriques par contrat. Donc les heures théoriques, elles sont déclinées sur un grain sur le jour. Si on laisse ce grain au niveau du modèle final, la comparaison pour un contrat entre les heures théoriques et les heures réalisées peut devenir compliquée. Et là, il faudra mettre en place typiquement du multi-requête dans le data ou du multi-report dans le builder. Pourquoi? Parce qu'on aura des lignes pour les heures théoriques. Donc, dans mon contrat de 30 jours, j'ai 30 lignes, et des lignes dans mes heures réalisées. Je suis au milieu de mon contrat, j'ai fait 10 jours. 30 lignes d'un côté, 10 lignes de l'autre. Là, il peut y avoir, c'est pour ça qu'il faut faire du multi-report ou du multi-requête, c'est qu'on n'a plus les mêmes grains. Et là, c'est un vrai problème. Pour avoir une modélisation qui soit la plus simple à paramétrer et à proposer aux utilisateurs, ici, Jérémy dit mon grain, c'est le contrat. Donc je dois passer par une étape intermédiaire pour aller agréger l'ensemble des heures théoriques de tous les jours de ma durée de contrat. Mais mon grain in fine que je veux proposer à mes utilisateurs, c'est le contrat. Donc je veux, malgré toutes les opérations que je dois faire, je veux proposer à mes utilisateurs une seule ligne par contrat. Donc voilà pourquoi on fait cet exercice-là, c'est que des fois on a besoin d'aller agréger des données, d'aller chercher des données ailleurs, les agréger pour alimenter notre... C'est pour ça que ça s'appelle un ETL, c'est Extract, Transform and Load, c'est qu'on va aller enrichir
le data warehouse de données qui sont un peu éparpillées partout, parce que typiquement le planning que donne Jérémy, il peut venir d'un fichier Excel que l'ordonnanceur a défini, alors que les contrats sont dans la gestion de production de l'entreprise. Donc c'est tout l'intérêt de MyReport, c'est d'aller croiser des données différentes, de les agréger, de les comparer, etc. Et nous, ce qu'on veut ici, dans l'exercice de Jérémy, c'est je veux, pour un contrat pour lequel j'ai juste date de début, date de fin, je veux l'alimenter des heures théoriques pendant la durée du contrat. Et là, j'ai besoin d'aller chercher, d'aller agréger ces données-là. Voilà pourquoi on fait ces 2 étapes. C'est pour garder le même grain qu'on avait au début. J'ai une ligne par contrat. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, je ne sais plus qui avait posé la question. C'est Joël. Joël. J'espère que ça répond à la question. Oui. Ok, parfait. C'était limpide. Merci Thibaut. Yaroslava redemandait la somme où quel se paramètre. Est-ce que c'est dans l'agrégation ou est-ce que c'est ailleurs? D'accord, je vais montrer à Ça Miroslava. marche. Je vois Miroslava ici. On a le modèle où j'effectue la somme. Donc j'ai rapatrié tous les jours, j'ai rapatrié les heures théoriques correspondantes au jour et maintenant je veux la somme, revenir sur ma granularité de base. Ici on voit sur mes heures théoriques, j'ai une petite calculatrice. Ça veut dire que dans le data, ce champ-là est calculé. Il est calculé comment? Ici, si on regarde en bas, on voit l'agrégation, on voit que c'est une somme. Et donc du coup, pour un contrat, ça va me donner la somme de toutes les heures théoriques. Si par exemple ici, hop, je mets aucune agrégation, je fais donner de la requête, on voit que j'ai toutes mes lignes, 1162 lignes. Ici, je remets la somme en termes d'agrégation, je fais donner de la requête, on voit que j'ai 10 lignes. L'idée c'est, mais comme on avait fait un focus sur le data, je suis vraiment parti sur la création complète du modèle dans le data. Est-ce que ça répond à ta question, Miroslava? J'espère. Il y a une question de Nicolas sur le fait qu'il y ait des petits i d'informations sur les jointures. C'est parce que, en l'occurrence, la modélisation est bien faite parce qu'elle est prévue justement pour avoir une double jointure sur l'idée du contrat et le jour de la semaine. Il y a un petit i d'information pour alerter l'utilisateur, pour dire attention, est-ce que tes jointures sont saines, entre guillemets? Est-ce que tu as bien une unicité d'un côté et des clés externes de l'autre pour éviter les produits cartésiens? Ici, l'unicité du planning, c'est l'ID du contrat plus le jour de la semaine. C'est pour ça que ça marche. Si Jérémy n'avait fait qu'une jointure sur le jour de la semaine, là, ça n'aurait pas marché. Parce que ça aurait dédoublonné chaque jeudi du nombre de contrats qu'il y avait, par exemple. Chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, etc. Là, ça marche bien parce qu'il y a les 2 jointures sur l'idée du contrat et sur le jour de la semaine. Et typiquement, Jérémy aurait pu faire une concaténation dans chacune des tables de l'idée du contrat avec le jour de la semaine. Mais tu t'en parles peut-être après, je ne sais pas. Non, mais ça sera peut-être même ça la meilleure des pratiques. Comme ça, on simplifie la jointure. J'ai vu qu'il y avait une question, quelqu'un qui voulait voir comment on fait une jointure. Comment on fait une jointure sur comment on fait. À quel niveau tu as fait le filtre sur la jointure pour obtenir les jours entre les dates de début et dates de fin? C'est l'opérateur de la jointure qui permet de. En fait, c'est le fait pareil qu'il y ait une double jointure. C'est la date doit être comprise, doit être supérieure à la date de début. Donc là, si tu peux montrer la propriété de la jointure de date de début. Première jointure. Donc là, la date doit être supérieure ou égale à la date de début. Et la deuxième jointure, c'est la date doit être inférieure ou égale à la date de fin. Donc c'est pareil, hein, là c'est les 2 jointures qui permettent de démultiplier autant de lignes qu'il y a de jours entre les dates de début et dates de fin. Donc il faut être très vigilant sur ces doubles jointures, sur les index, sur l'unicité des index, parce qu'on peut, là pour le coup,
MyPort, c'est un super outil et s'il est mal utilisé, il peut faire sortir n'importe quelle donnée, quoi. C'est Ok, ça. alors pourquoi ne pas mettre la clé unique sur l'ID contrat plus tout à fait Nicolas, c'est ce qu'on s'est dit, on aurait pu le faire, idéalement je tiens sur l'ID. Exactement. Ok, très bien. Pourquoi prend-on alors un modèle à part avec les jours de la semaine si l'on n'a pas besoin des jours dans le tableau? En fait, en l'occurrence, dans le paramétrage du planning, chaque jour va avoir des heures théoriques différentes. C'est pour ça qu'on a un modèle à part. S'il y avait la même durée pour chaque jour, effectivement, ça n'aurait pas servi. C'est ça. Mais là, en l'occurrence, en fonction du contrat et en fonction du jour de la semaine, les heures vont peut-être pas forcément être les mêmes. C'est ça, hein, Jérôme? C'est ça. C'est un modèle que j'ai simplifié, mais en réalité, c'est un cas concret que j'ai eu avec un client dans le médical. Et forcément, on a des horaires donc pas sur une semaine, mais cette fois-ci, on a plusieurs semaines. On a des roulements et on a des 3-8, hein, des personnes qui peuvent travailler la nuit, l'après-midi, le matin. Donc là, je l'ai volontairement simplifié pour la démo, mais c'est inspiré d'un cas réel. Et ça suscite Très des questions. casse-tête. Mais c'est très bien. Ok. Du coup, on est déjà pratiquement à la fin. Donc là, j'ai mon deuxième modèle. Donner de la requête, c'est ce que je voulais. Je voulais un identifiant de contrat, un nom, un prénom, une date de début, une date de fin et les heures théoriques. Alors à ce moment-là, je peux passer à mon modèle final. Donc du coup, je vais créer mon modèle final. Je le rappelle. Donc je rappelle le 02F détail horaire contrat CDD qui est ma table de fait. Et à cette table de fait, je lui mets deux axes d'analyse supplémentaires. Je lui mets l'axe temps sur la date de début du contrat et l'axe temps sur la date de fin du contrat. Comme ça permet d'étoffer et ça permet de rajouter de la matière pour faire des graphiques. Donc bien sûr, là, c'est simple, mais après, on pourrait rajouter d'autres types d'axes d'analyse. Donc là, on peut voir que la couleur est différente. Donc je respécifie ça. C'est que ici, mes modèles intermédiaires sont bleus. Mon modèle final, il est rouge. Pourquoi? Parce que les données ne sont pas chargées. Je vais vous poser la question. Pourquoi je ne charge pas les données du modèle final? Tout à l'heure, vous aviez des éléments de réponse. Là, ça a l'air silencieux parce que je ne vois rien. Pas de raison. Après, il faut le temps de taper, hein, Jérémy. Ouais. Alors, n'hésitez ne pas à prendre la avoir une- parole autrement. Voilà. lever la main aussi, micro hein. ouvert. J'ai vu passer. J'ai vu passer Pour ne la pas réponse. avoir une table unique, mais bien un modèle en étoile interactif dynamique, parce que les données sont déjà présentes, Voilà. données déjà chargées, déjà présentes, déjà chargées, parce que c'est dynamique. C'est ça. Voilà, la réponse. Ça veut dire qu'en réalité, ma table 02F détail horaire contrat CDD, elle est déjà chargée. Mon axe de temps, il est déjà chargé. Alors du coup, dans mon modèle final, j'ai assemblé ces données pour avoir une certaine structure, mais ces données sont déjà chargées en tant que telles. Donc, je n'ai pas besoin de charger mon modèle final. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, dans quel cas, ça serait intéressant pour moi de charger un modèle final? Et après, je vous embête plus avec les questions. Attends, avant de partir de ton cas particulier, il y a le côté, il y a le qualificatif dynamique qui est aussi intéressant. C'est que le modèle final, comme je le disais tout à l'heure, il va exploiter des axes différents, etc. Le fait de charger une table complète peut être contre-productif aussi. C'est-à-dire que là, ton modèle Jérémy, il est assez simple, hein, il y a quelques champs dans ta table de fait, tu n'as que deux axes d'analyse. Des fois, il y a des modèles finaux, ils ont des tables de fait avec une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine d'indicateurs, avec beaucoup, beaucoup d'axes d'analyse. Charger un modèle final rendrait d'abord le chargement de la table très lourd, chargerait la base de data warehouse vraiment inutilement et ne serait pas productif, ne serait pas performant en termes de restitution. Donc, toute l'intelligence de MyReport, c'est aussi, malgré un modèle qui peut être très fourni,
avec beaucoup, beaucoup de champs, il va aller faire la requête ad hoc de l'utilisateur. Donc moi, j'ai juste besoin de définir mon chiffre d'affaires par année. Il va aller chercher le champ année de l'axe temps et le montant. Il va faire juste la jointure sur les 2 tables qui sont nécessaires et c'est tout. Alors que si on avait chargé la table, il ferait la requête sur toute la table avec tous les champs et tout ce que la base de données serait obligée de traiter. Donc voilà, c'est aussi, en fait, ça rend le requêtage de MyReport dynamique et non pas sur une table brute qui, trop volumineuse, pourrait ne pas donner les bons résultats derrière. Voilà, c'était le complément que je voulais faire sur le côté dynamique. Non, Maintenant, il y vraiment avait ça. ta question J'ai sur vu la réponse, j'ai vu la réponse passer. J'ai vu la réponse passer, quelqu'un a dit page, et c'est exactement ça. C'est dans le cas où on souhaite faire de la data viz. Donc du coup, quand on modélise pour de la data viz, c'est toujours intéressant de se poser la question de ce qu'on veut vraiment dans le modèle final, parce que souvent c'est des indicateurs, on est plus sur des métriques de pilotage, on veut peut-être pas autant d'informations qu'il y a dans un builder. Donc du coup, repenser la création des modèles, et puis les modèles finaux, les mettre en chargé. Les mettre en chargé pour accélérer la réactivité de l'affichage des tableaux de bord dans un navigateur Internet. Parce que quand on est sur un rapport Excel et qu'on le lance et que ça met 1 minute à charger ou une demi-minute, c'est pas trop grave. Si on est sur un navigateur Internet, ça met plus de 10 secondes, c'est déjà trop en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà la petite Alors subtilité. ça m'intéresse d'avoir vos retours utilisateurs. Si vous utilisez justement la partie Excel, la partie web, est-ce que vous avez modélisé différemment pour justement la partie web versus la partie Excel? Alors, Benjamin voudrait une Non, non, non. confirmation. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, parce que en fait, typiquement, nous, ouais, d'accord, il y en a qui utilisent des modèles différents, il y en a qui utilisent les mêmes. Donc en fait, je conçois les propos de Jérémy. Effectivement, quand il y a des gros volumes euh, de données à exploiter sur le web, il peut y avoir des modélisations à part à faire, des optimisations à faire, effectivement des modélisations à faire. Je parle de notre cas parce que on est utilisateur de notre solution sur Report One. On n'est pas sur des volumes avec des millions et des millions d'enregistrements sur chacun de nos modèles. Et donc, l'intérêt d'utiliser la même modélisation pour la partie Excel et la partie web, c'est que typiquement avec la version 6 de MyReport, c'est cette passerelle qui est très simple entre un rapport qui a été fait sur Page dans le Center, de le réexploiter dans Excel pour pouvoir l'enrichir, aller creuser la donnée, etc. Quand c'est des modélisations différentes, ben, c'est plus délicat. C'est-à-dire qu'on a déjà agrégé les données pour le web, et du coup, on peut moins driller dans son analyse. Donc c'est intéressant de savoir ce que vous êtes amené à faire chez vous, parce qu'effectivement, moi je suis plutôt à dire faut garder les mêmes modèles, mais il faut que le volume soit raisonnable, comme le dit Jérémy, pour que Ouais. l'expérience utilisateur Mais c'est soit bonne. exactement ça. C'est exactement ça. Même moi, de mon côté, avec les clients, les modèles utilisés pour Builder sont les modèles utilisés dans Page. Par contre, j'ai un client qui a des particularités et beaucoup, 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 beaucoup de lignes. Et même ces rapports Builder, on est sur plusieurs minutes pour que ça se charge. Ah oui. Ouais. Donc là, on a repensé l'architecture pour la data viz. Et du coup, ben, on s'est posé la question, ben, OK, on a ces modèles-là. euh, Comment on les recrée? Est-ce qu'on les split en deux? Est-ce qu'on les split en trois pour la data viz? Et c'est intéressant parce que l'accompagnement, c'est justement sur ça. Mais hormis ce cas-là, qui vous avez vraiment des gros modèles, la plupart des clients euh, utilisent les mêmes modèles. Et souvent, ça fait le job. En tout cas, moi, mon propos, c'est faites preuve de discernement. Ne vous dites pas page égale modèle chargé, builder égale modèle en étoile. Dites-vous qu'il peut y en avoir besoin et posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que l'expérience utilisateur nécessite de devoir charger le Ouais. modèle final? Et même le modèle final, je pense qu'il faut
faut pas prendre le modèle final tel qu'il est pour le builder, parce que, encore une fois, il peut y avoir beaucoup trop de champs et ce serait contre-productif. Donc, c'est là qu'il y a vraiment besoin de réfléchir et d'analyser et de se dire, OK, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin? Parce que l'expérience utilisateur peut être positive si ça va vite, mais négative si on peut pas driller, si on perd justement ce lien avec le builder. Donc, voilà. En fait, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas une règle toute faite. Voilà, c'est du cas par cas et il faut bien réfléchir, quoi. C'est ça. Et pas hésiter à essayer, hein. Merci, On Nicolas. peut très bien aller dans Page, essayer, voir la réactivité des indicateurs et voir si ça correspond. Et du coup, la dernière chose que je voulais montrer, c'était. Donc, je vais le mettre ici. Ça sera mieux. C'était directement mes données, mon modèle final utilisé dans le builder. Donc là, je me suis un peu amusé. J'ai fait détailler des contrats CDD ou nombre de contrats débutés en 2024 ventilés par mois. Donc ça, c'est avec mes axes d'analyse. Mais la chose la plus importante que je veux montrer, c'est ce que j'évoquais au début. Ça veut dire que ces données elles vont être utilisées par l'utilisateur final. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien les penser dès le début avec les règles métiers, mais aussi avec les dénominations et les dossiers. Ça veut dire que quand moi je suis un utilisateur final, je comprends. Je comprends qu'ici j'ai mon dossier détail du contrat, où j'ai le détail du contrat. Ici j'ai mon axe temps début de contrat et mon axe temps fin de contrat. Et comme ça c'est clair. Et les champs reprennent la même dénomination. Le mois du début de contrat et le mois de la fin de contrat. Tout ça pour éviter la confusion et éviter les allers-retours avec entre data et builder. Parfait. Ben, merci beaucoup, Jérémy, tu as pu parcourir l'ensemble des sujets que tu voulais nous partager. C'est ça, c'est ça. J'ai Eh ben, changé un peu merci au beaucoup. début, je comptais tout montrer et puis faire une modélisation de manière interactive et je me suis dit que ce serait intéressant que ça soit interactif dès le C'était début. parfait. C'était parfait. On verra dans le sondage de fin de live ce qu'auront pensé les participants. Je reprends. Merci en tout cas beaucoup pour Pas derrière. ta présentation. Je reprends la main pour vous parler de quelques sujets. Encore une fois, c'est l'éditeur MyReport qui profite de la communauté, de sa communauté d'utilisateurs pour vous partager un certain nombre d'informations. Pascal, je ne sais pas si tu es encore là. Si, je suis encore là, c'est bon. Si tu es là, tu peux pitcher la Voilà, slide donc ou... Ouais, pas de souci. Donc cette slide, elle est dans la continuité de la thématique du live précédent, c'est-à-dire le sondage pour orienter le contenu de la version 8. On vous repartage ici le lien et peut-être si Sarah ou Angélique, il y a moyen de remettre le lien dans le sondage, n'hésitez surtout pas. Dans la conversation Teams. Donc, vous pouvez participer donc, à un sondage qui vous permet d'orienter la version 8. Ce sondage est ouvert jusqu'au 30 mai et n'hésitez pas à le partager auprès de vos collègues pour les clients finaux et on sait qu'il y a aussi quelques partenaires, quelques intégrateurs MyReport qui sont présents. N'hésitez pas à le relayer auprès de vos collègues, mais aussi auprès de vos clients. C'est un exercice qui est très riche pour nous de vous partager ce sondage et d'avoir vos retours sur ce que vous attendez de la V8. Autre sujet important, c'est l'arrêt du support de Microsoft autour de l'authentification basique haute. Vous avez reçu une communication le 29 avril sur ce sujet-là. Les partenaires en ont reçu aussi le 18. Qu'est-ce que ça signifie? C'est si vous utilisez, si vous utilisez Exchange Online pour envoyer des mails avec le Messenger en particulier, eh bien sachez que MyReport utilise l'authentification basique haute et cette authentification ne marchera plus à partir de septembre. Donc MyReport change son moyen d'authentification en utilisant une authentification O2 à partir de la version 6.2 qui sortira cet été et à partir de la V7 qui sortira en septembre. Donc planifiez le changement, le passage en 6.2 à partir de cet été. Donc il y a une connaissance que Pascal partagera autour du protocole, de ce qu'il y a à faire pour passer de l'authentification basique haute à l'authentification O2. Vous savez le mettre en place très bien, vous avez besoin d'accompagnement, vous vous rapprochez de votre partenaire, vous vous rapprochez de nous
pour qu'on le mette en place. On vous sensibilise vraiment là-dessus parce que ce serait dommage que vous ne receviez plus vos mails à partir de septembre quand Microsoft ne supportera plus cette authentification. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Dernier point, en avant-première, vous avez le privilège, dès maintenant, dès aujourd'hui, de pré-réserver vos places pour le My Club qui aura lieu au mois d'octobre en présentiel, donc à Paris et à Toulouse, donc le 14 et le 16. Donc voilà, on souhaitait vous l'annoncer en premier parce que voilà, vous êtes nos fidèles participants au Live My Club et ça nous ferait plaisir de vous rencontrer physiquement, à défaut de se voir en visio, de vous voir sur Paris et sur Toulouse pour vous partager un certain nombre de choses sur MyReport, pour échanger avec vous, des ateliers, vous partager des témoignages de certains de nos utilisateurs. Voilà, donc vous pouvez vous pré-réserver votre place en nous écrivant à myclub@myreport.fr en nous disant j'aimerais bien participer au My Club à Paris ou à Toulouse. Voilà, donc vous allez recevoir tout un tas de communications dans les jours et les semaines qui viennent. Maintenant, si vous souhaitez être sûr d'avoir votre place, si vous nous envoyez un mail, vous serez prioritaire. C'est le privilège d'être dans le Live My Club. Comme d'habitude, on a besoin de vos retours. Donc, un sondage va vous être envoyé à la fin pour nous dire ce que vous avez pensé de ce live autour des bonnes pratiques de modélisation. Vous avez l'agenda des futurs lives toujours à disposition. Et n'hésitez pas à nous écrire sur myclub@myreport.fr pour nous partager vos questions, bonnes pratiques, usages que vous souhaitez faire que vous souhaitez partager à la communauté. Merci beaucoup à tous. On vous donne rendez-vous le 17 juin pour le prochain live. Et merci encore, Jérémy, pour l'animation de cet atelier très interactif. Ah, il y a une main levée. Ginabo a la main levée. Question? N'hésitez pas à rouvrir votre micro. J'arrive pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, Voilà. bonjour. Je me permets de poser la question sur l'envoi des mails via Messenger parce que j'ai eu un souci avec un client qui est en 6.1. Depuis le 1er mai, il dit qu'il reçoit plus ses mails et pourtant il n'a pas changé de configuration. Il n'y a pas l'authentification en double facteur qui est activée. Donc, je ne sais pas si ça ne marche plus déjà ou comment ça se passe. Il faut absolument qu'il migre en 6.2 dès maintenant ou pas. Parce que là, depuis le 1er mai, ça il doit ne reçoit pas plus ses venir de mails. là. Ça doit pas venir de là parce que l'arrêt du support n'aura lieu qu'à partir de septembre. Donc il y a un autre critère qui a dû rentrer en ligne de compte qui fait qu'il ne reçoit plus les mails. Là, il faut tester, là, il faut éprouver le sujet avec lui pour tester un envoi manuel qui soit pas automatique. Est-ce que c'est vraiment tester le SMTP, parce qu'on peut aller dans l'interface de l'administrateur pour C'est ça, parce vérifier que le que SMTP est bien configuré. c'était bien configuré et quand on effectuait un test directement sur les paramètres du SMTP, ça nous disait qu'il fallait s'authentifier alors qu'il y a déjà les paramètres d'authentification et la coche était activée dans l'administrateur. Donc, vous avez envoyé un ticket vous avez déjà créé un ticket ou pas? Oui, j'avais déjà appelé en direct, ils ont créé un ticket et ils avaient dit que ce n'était pas un défaut de paramétrage, donc il fallait que je voie avec le client. S'il n'a pas changé d'identifiant, ce n'est pas le cas. S'il n'y avait pas l'authentification en double facteur, ce n'était pas non plus le cas. Et jusqu'à présent, ça reste en suspens. Et donc là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas de solution il y a peut-être une question. toute faite. Je me permets là, juste, il y a peut-être un sujet, la partie dont vous a parlé sur le O2, c'est spécifique à Exchange. Est-ce que le client était sur Exchange ou il était sur une autre techno, par exemple du Gmail, enfin un serveur Gmail, autre chose pour le SMTP? C'est un serveur Gmail, oui. Voilà, d'accord. Donc, oui, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est sur un serveur Gmail. OK. Écoutez, là, on n'a pas de solution toute faite, toute prête. On va voir avec le support comment vous accompagner. Ok, d'accord. Et voir avec le client. Ok, merci. Merci beaucoup, pour vos merci à retours. tous.
Ouais, pour votre participation. Merci Angélique pour l'animation. Merci Avec plaisir. Sarah pour l'organisation. Et on se retrouve le 17 juin. Passez une très bonne soirée tout le monde.